Un voyage pour notre Zoom du jour, non pas au bout de la nuit, mais au bout des ruines libérales, libertaires, puisque c'est le titre de l'ouvrage de notre invité, Mathieu Baumier. Bonjour monsieur. Bonjour. Mathieu Baumier, vous êtes écrivain, auteur de plusieurs essais, de plusieurs romans et d'ouvrages de poésie. Vous venez donc nous présenter aujourd'hui le dernier en date, publié chez Pierre-Guillaume de Roux, Voyage au bout des ruines libérales, libertaires. Je le disais, donc c'est édité chez Pierre-Guillaume de Roux. Avant de commencer et d'aller plus dans le détail, Mathieu Baumier, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu, nous définir ce qu'est cette idéologie libérale libertaire? Bien, l'idéologie libérale libertaire, il s'agit tout simplement de l'idéologie au pouvoir actuellement. Une idéologie qui a été analysée par divers penseurs, par exemple par Jean-Claude Michér, comme étant une réunion des principales idées du libéralisme et puis des principales idées d'une liberté illimitée dans le domaine sociétal, en quelque sorte. Donc un point de conjonction entre le libéralisme économique et le libéralisme sociétal. Bon, de manière plus ample, de mon point de vue, l'idéologie libérale libertaire au pouvoir actuellement, c'est le prolongement de l'idéologie du progrès, de l'ancienne religion du progrès que l'on croyait disparue à la fin du XXe siècle ou en cours de disparition, et qui en fait est sortie par la porte, mais est revenue par la fenêtre, ou réciproquement, sortie par la fenêtre et revenue par la porte. Une idéologie libérale libertaire qui est donc progressiste, comme le dit son meilleur représentant aujourd'hui, Emmanuel Macron. Une idéologie libérale libertaire qui est avant tout une foi dans l'illimité, une sorte de religion de l'illimité. Et puis en même temps, ce serait... Au culte du oui. Oui, et puis les idées libérales devenues folles, en quelque sorte, ça serait ça. C'est une idéologie que vous tenez comme responsable de tous nos déboires aujourd'hui. Oui, parce que cette idéologie, dans cette idéologie prime la liberté de l'individu, la liberté absolue de l'individu. Donc l'individualité prime sur le collectif, ou plutôt l'individualité prime sur le bien commun. L'individu Dieu. On peut voir les choses comme ça, oui, et puis perte de l'autorité. Perte de l'autorité et refus même de l'autorité. Voilà. Donc de ce point de vue-là, cette idéologie domine. Or, cette domination... Elle est à la fois à droite et à gauche, cette idéologie libertaire, c'est centre-droit, centre-gauche, quoi. C'est Emmanuel Macron, quoi. C'est tout ce qui se passe actuellement autour d'Emmanuel Macron. Comment dire ça En fait, le libéralisme libertaire a deux branches, en quelque sorte. Il y a une branche sociale-libérale, ce qu'on a l'habitude d'appeler la gauche ou le centre-gauche, dans l'ancien échiquier politique, avant l'élection d'Emmanuel Macron, et une branche libérale sociale, ce qu'on avait l'habitude d'appeler la droite dans l'ancien jeu politique avant Emmanuel Macron. Bon, de mon point de vue, il s'agit d'un tout, d'un même ensemble. Il n'y a pas de branche, et ce tout qui est une seule idéologie sert à exclure les autres conceptions politiques, et donc à exclure la vraie droite, en quelque sorte, qui n'est jamais qu'une droite, en réalité. Ce tout, in fine, c'est la modernité. La modernité avec un M majuscule, qui, selon vous, est un meurtre à l'état pur. Oui, en fait... La modernité est-elle la mère de ce libéralisme libertaire? Complètement. Si on fixe la naissance de la modernité politique, par exemple, essentiellement comme acte fondateur, si on fixe la Révolution française, alors la modernité est en effet la source de cette idéologie libérale libertaire, parce qu'elle est la source de l'idéologie du progrès. Bon, c'est Condorcet, en quelque sorte. Condorcet, l'individu roi, l'individu qui s'autoproduit et qui va produire une société. Alors, derrière ça, ce qu'il y a, c'est la production d'un ordre politique. Voilà. Donc, une liberté individuelle, l'idée que la liberté individuelle qui prime génère un ordre politique. Le contraire d'un conservatisme, par exemple, qui mettrait en place un ordre politique qui, lui, générerait ensuite la liberté individuelle. Vous dites, Mathieu Baumier, je vous cite, « La révolte contre le monde moderne est maintenant révolte contre la déréalisation de nos vies ». Cette révolte, est-ce celle des Gilets jaunes aujourd'hui? D'un certain point de vue, oui. Parce que les Gilets jaunes, on les entend souvent dire on est là, on veut exister. Et en fait, la déréalisation de nos vies, c'est vraiment la révolte contre cette modernité. Donc est-ce que c'est vraiment cette révolte contre la modernité, vous pensez, les Gilets jaunes? Oui, la modernité déréalise nos vies. C'est-à-dire que la modernité, et en particulier la modernité technique, nous fait vivre dans un monde politique en particulier, qui est une réalité. Cette réalité
est une image de la réalité. Nous vivons dans une image, en réalité. Une image, d'ailleurs, le poids des médias, le poids des réseaux sociaux, etc., aujourd'hui, est très, très révélateur. Nous vivons dans une image de la réalité qui nous éloigne de la réalité. Parce que disent les Gilets jaunes aujourd'hui, ils disent tout simplement, c'est une révolte existentielle, à la fois populiste, populaire et existentielle. Ils disent, nous existons charnellement en tant qu'êtres humains, et nous sommes ancrés, nous sommes enracinés dans des territoires que vous appelez la France périphérique, que vous nous considérez comme des beaufs, etc. Mais en réalité, nous sommes charnellement des êtres humains dans un monde en marche, où vous avez oublié que l'être humain est enraciné dans le réel, n'est pas hors sol. Voilà ce que disent les Gilets jaunes. Du moins, de mon point de vue, le début est du mouvement, parce qu'il y a plusieurs mouvements dans les Gilets jaunes, à mon avis. Il y a un mouvement spontané au début qui est vraiment populiste et populaire, et puis ensuite il y a un mouvement qui évolue de différentes formes, avec des revendications différentes. Mais la revendication fiscale, c'est une revendication d'existence. Hein. Vous dites, Mathieu Baumier, nous ne voyons plus le réel dans lequel nous vivons. Il y a un processus d'inversion du réel, un monde qui est tout en n'étant plus. Oui, il s'agit de la pensée de Guy Debord, d'une certaine manière, sur la société du spectacle. Hein. C'est-à-dire que le vrai, dit Guy Debord, est devenu un moment du faux. Alors nous sommes dans quelque chose qui est faux. Par exemple, nous prétendons être dans une démocratie en permanence. À l'évidence... Oui, vous parlez de l'idéal démocratique. Vous dites qu'il n'a jamais eu d'existence concrète. Même sous Athènes. Non, en termes d'idéal, non, parce que sous Athènes, il y avait toute une partie de la population qui ne participait pas à la démocratie, que ce soit les esclaves, par exemple. C'est un idéal qui serait toujours à atteindre d'après Tocqueville et qui serait toujours menacé. Bon. Mais actuellement, nous vivons dans un système qui se prétend démocratique, qui ne l'est pas. Alors c'est un peu banal de dire ça, mais en réalité non. De mon point de vue, il s'agit de quelque chose qui va au-delà de la démocratie. Nous sommes dans quelque chose que l'on peut appeler la post-démocratie. C'est ce que je défendais dans un livre autrefois intitulé « La démocratie totalitaire ». Dans cette post-démocratie, nous avons l'impression et l'illusion de participer à un jeu démocratique, mais en réalité, ce jeu démocratique est biaisé intégralement sur le plan idéologique, sur le plan des partis politiques, puisque le jeu démocratique ne se fait qu'à l'intérieur d'une seule idéologie, qui est cette idéologie libérale libertaire, et toute forme de pensée autre est exclue du jeu à une vitesse extraordinaire. Par exemple, récemment, par rapport au traité d'Aix-la-Chapelle, il y a une intervention des communicants, ou bien d'Emmanuel Macron lui-même, je ne sais pas, par Twitter, qui dit que toute personne qui critiquerait ce traité serait quelqu'un qui défendrait en quelque sorte les crimes du passé. Donc, être critique par rapport au traité d'Aix-la-Chapelle, c'est finalement être pro-nazi. Voilà. Ça traduit quand même une radicalisation de l'idéologie dans laquelle nous sommes. Mais quand est-ce qu'elle serait née, Mathieu Baumier, cette post-démocratie ? Alors, cette post-démocratie, elle est née après la Seconde Guerre mondiale. Elle est née progressivement de la mise en forme technique de l'ensemble de nos vies. Dans la technicisation de nos vies après la Seconde Guerre mondiale, on entre dans une post-démocratie parce que on entre dans une société où ce qui est prioritaire pour chacun d'entre nous n'est pas d'être un citoyen politique. Ce qui est prioritaire, c'est d'exprimer des désirs auxquels la société et l'économie vont répondre. Et donc l'idéologie libérale libertaire, de ce point de vue-là, est extrêmement puissante, puisqu'elle produit sans arrêt des réponses à nos désirs, et elle produit même les désirs qui vont créer nos désirs ensuite. On est donc en quelque sorte enfermé dans ce système idéologique. Et du coup, Mathieu Baumier, cette réponse à cette post-démocratie, c'est l'expression d'Alain de Benoît qui anime pour TV Liberté l'émission Les idées à l'endroit, que vous utilisez le moment populiste. Qu'est-ce que ça signifie pour vous, ce moment populiste qu'on peut voir en France, en Europe et puis même dans le monde avec Bolsonaro et Trump ? Je tiens à dire d'abord, je suis un grand lecteur des ouvrages et de l'œuvre d'Alain de Benoît, qui pour moi est un penseur majeur. Et qui a la particularité justement d'avoir fait partie pendant très longtemps de ces exclus du monde libéral libertaire, considéré comme une sorte de pestiféré ou d'ennemi. Un moment populiste, moi je suis d'accord avec ça. Je pense qu'à l'échelle mondiale, nous vivons un moment populiste. C'est le moment du réveil des peuples. Le moment du réveil des peuples, mais pas au sens des peuples qui descendent dans la rue uniquement. Du réveil des peuples, les peuples qui disent la chose suivante, qui disent nous pensons qu'il y a quelque chose de plus important que ce que vous nous mettez devant les yeux. Ce qu'il y a de plus important, c'est le développement de nos existences, de notre existence commune,
Et ça va au-delà de chacune de nos individualités. Autrement dit, c'est comme un ras-le-bol. C'est comme si on était dans une grande surface et que sans arrêt, on nous assènerait de la publicité, de la publicité, de la publicité sans arrêt, et tout d'un coup, ras-le-bol, quoi. On va sortir en courant de cet endroit. Eh bien, c'est ça, ce réveil des peuples. C'est un ras-le-bol du faux monde dans lequel on prétend faire vivre des populations qui demandent à être enracinées, y compris celles qui viennent sur le sol européen aujourd'hui. Si elles avaient la possibilité de ne pas être déracinées, elles choisiraient d'être enracinées. Personnellement, j'ai vécu en Afrique, au Ghana. À l'évidence, les Ghanéens que je côtoyais n'avaient pas du tout l'intention d'aller en Europe. Ils vont en Europe parce que on leur présente une image d'un monde, d'un monde qu'ils ne trouveront pas ici en réalité. Et ce ras-le-bol, Mathieu Baumier, vous pensez qu'il a vocation à faire réapparaître le clivage droite-gauche ou justement à le faire disparaître ? Alors, moi, je pense que dans le moment populiste dans lequel nous sommes, il y a deux populismes. Il y a un populisme plus conservateur, que l'on va qualifier de droite, un populisme que l'on va qualifier de gauche. Pour moi, ces deux populismes sont incompatibles. Incompatibles pour la raison que l'on vient d'évoquer, Pierre. Cette raison, c'est que le populisme de gauche, par exemple autour de Jean-Luc Mélenchon, est un populisme qui est fondé sur l'ouverture des frontières, est fondé sur une conception de la gauche qui est en vigueur, enfin qui est à la mode aux États-Unis depuis 30 ans et qui commence à se développer en Europe. Une gauche dite identitaire, où chaque individualité développerait sa propre identité et chacun serait une singularité par rapport aux autres. Ce populisme-là de gauche, cette partie du populisme de gauche est totalement incompatible avec une vision enracinée de la politique. Alors, sur la question du clivage droite-gauche, ce que vous me demandiez, moi je pense que de la même manière, le clivage droite-gauche a été maintenu pendant 40 ans. Pendant 40 ans au sein du monde libéral-libertaire, comme étant un centre-droit contre un centre-gauche, comme s'il s'agissait d'un clivage. Il n'y a pas de clivage, on est dans un seul monde. Du coup, aujourd'hui, réapparaît en effet un clivage droite-gauche. C'est-à-dire qu'il y a une vraie gauche et une vraie droite qui sont en train de réapparaître. Cette vraie droite, elle est en train les prémices, elle est en train de prendre forme autour du conservatisme, mais d'un conservatisme qui se veut révolutionnaire. Il s'agit de transformer profondément la société, non pas de conserver les choses qui sont, mais non pas non plus de revenir en arrière, mais de créer une idéologie, de mettre en place un mode de fonctionnement contraire par rapport à celui qui est au pouvoir actuellement. Oui, et ce que vous expliquez dans votre livre, c'est pas une anti-modernité, c'est une contre-modernité. C'est ça, c'est faire une modernité contraire en quelque sorte. Vous employez souvent, Mathieu Baumier, dans votre ouvrage, le mot oligarchie. Qu'est-ce que ça signifie pour vous ? Vous parlez d'état d'esprit sectaire. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que ça signifie pour vous, ce terme d'oligarchie ? Pour moi, le terme d'oligarchie, c'est typiquement le monde libéral dans lequel nous sommes. Le libéralisme, c'est comme les autres idéologies en réalité. Il y a plusieurs formes de libéralisme. Alors, ce qui s'est développé, c'est une radicalisation du libéralisme qui s'est transformée en oligarchie. Nous répétons sans cesse que nous serions dans un monde libéral. Nous ne sommes pas du tout dans un monde libéral. Nous sommes dans un monde où une partie de la population, faible en nombre, tire profit du travail de la majorité de la population mondiale. Et en France, de la même manière, une minorité tire profit du travail, finalement de la sueur, de la majorité de la population. C'est aussi une des raisons de la révolte des Gilets jaunes. C'est-à-dire qu'il y a un enrichissement d'une petite minorité sur le dos de la majorité. Alors cet enrichissement, c'est une forme d'exploitation, bien sûr. Il y a exploitation de la majorité. Mais c'est aussi une forme d'aliénation, puisque pour exploiter la majorité, il s'agit de l'aliéner par cette machine désirante. Bon, dans ce cadre-là, l'oligarchie, vous me parlez de l'oligarchie. L'oligarchie, on peut considérer que le monde économique, le monde médiatique, le monde culturel forment une seule chose avec un mode de pensée commune. Moi, c'est ce que je pense profondément. Un mode de pensée formaté, qui est un mode de pensée où toute personne qui penserait autrement, toute personne qui penserait autrement ne peut pas participer. Du coup, alors évidemment, les médias aujourd'hui par rapport aux Gilets jaunes, par exemple, les médias par rapport aux Gilets jaunes, les médias officiels ou régimistes, vont considérer que la critique qui est portée sur leur manière de rendre compte de l'info ou de l'information n'est pas justifiée, parce qu'on en est au point, en quelque sorte, où les journalistes officiels ne se rendent même pas compte qu'ils sont formatés,
et que finalement ils tiennent exactement le même discours idéologique et politique que les hommes de pouvoir politique ou que le pouvoir économique dominant. Vous dites aussi que les journalistes des médias mainstream, des BFM TV, CNews, utilisent des mots, en tout cas mettent des mots les uns à côté des autres en leur accolant le qualificatif de synonyme. Pour vous, nazisme et catholicisme, c'est des mots synonymes dans la bouche des journalistes. Est-ce que vous exagérez pas un petit peu ? Alors, je vous remercie de me poser cette question, puis de m'inviter sur TV et Liberté, puisque c'est un endroit où on est plus à même de discuter tranquillement que sur ce genre de chaîne de télévision. Non, je ne pense pas que j'aille trop loin. Je crois qu'il y a vraiment une diabolisation au sein de l'idéologie libérale libertaire, de la part de cette oligarchie, donc culturelle, médiatique, économique, politique, où finalement chacun est interchangeable. Un journaliste de BFM pourrait très bien devenir demain... un député, même un député de la République En Marche, en quelque sorte, pourquoi pas. Et d'ailleurs, certains députés de la République En Marche pourraient très bien devenir des journalistes ou des chroniqueurs sur BFM, CNews, sur ces chaînes de télévision-là, mais aussi sur France 2. Un Pujadas joue très bien son rôle, par exemple, dans ce genre de... Roselyne Bachelot l'a fait avant tout le monde. D'autres l'ont fait. Du coup... Oui, sur le fait que catholicisme et nazisme puissent devenir synonymes. Il y a un certain nombre de mots qui sont des mots à ne pas... Quelqu'un qui se revendique du catholicisme est immédiatement diabolisé. Voilà, ça se voit avec Bellamy récemment, moi je ne suis pas particulièrement un soutien des Républicains, peu importe, mais le simple fait de prendre une position qui est identifiée comme étant une position catholique fait de vous un ennemi du système, et finalement fait de vous un ennemi qui est à abattre. L'épisode Fillon est très clair, quelles que soient les autres raisons de son élimination. Mais l'épisode Fillon est très clair là-dessus. À partir du moment où il a évoqué son catholicisme, un certain nombre de médias ont fait la une là-dessus, en disant... Puis le fait qu'il faille voir Poutine, non pas comme un ennemi, mais éventuellement comme un allié, ouais. Oui, il y a des frontières à ne pas dépasser. Alors là où ça devient délicat, c'est que... On en parlera en fin d'émission, en fin d'entretien justement des limites, Mathieu Baumier. C'est l'objet d'une question. Justement, à propos de ce mal absolu, vous l'évoquez dans le fait que, c'est ce que vous remarquez, le populisme de droite n'arrive pas à s'extraire du piège dans lequel il est tombé parce qu'il est tout le temps utilisé comme mal absolu par les médias. Voilà, c'est Belphégor, quoi. D'une certaine manière, comment vous expliquez que cette droite populaire, cette droite nationale n'arrive pas à s'extraire de ce piège ? Depuis toujours, d'ailleurs. Oui, depuis toujours, mais on le voit actuellement, par exemple, avec les Républicains, la difficulté à avoir une ligne politique ancrée, enracinée, même identitaire, en quelque sorte. Cette incapacité et la critique interne à cette mouvance ou à ce mouvement politique. Nous sommes construits à toutes les étapes de notre vie. Nous sommes construits comme étant dans le cadre de cette pensée et de cette idéologie libérale libertaire. Il y a des sujets sur lesquels il est impossible d'avoir une opinion contraire. De nouveau, là, je pense à François-Xavier Bellamy, simplement parce qu'il a écrit deux essais merveilleux, passionnants en tout cas. Et puis parce que récemment, ce garçon-là est victime d'une offensive parce qu'il a une opinion personnelle par rapport à l'IVG. Donc il y a des sujets sur lesquels il est impossible d'avoir une opinion contraire, ce qui est l'opposé complet de la démocratie. D'où le fait que prétendre que nous sommes dans une démocratie, c'est quelque chose de très discutable. Dans une démocratie, l'ensemble des opinions peuvent s'exprimer, à partir du moment où elles respectent la loi, et ces opinions qui s'expriment font débat. Là, l'ensemble des opinions ne peuvent pas s'exprimer, et si certaines opinions s'expriment, il est hors de question qu'elles fassent débat. Alors, la grande force de l'idéologie dans laquelle nous sommes, c'est de laisser un espace d'expression de ces opinions. Par exemple, sur des médias comme TV Liberté, ou dans un certain nombre de magazines, je pense à la revue Éléments, à l'Incorrect, ou dans des lieux, la Nouvelle Librairie par exemple à Paris. Bon. Bien sûr, il y a ces lieux-là, mais il y a un plafond de verre, c'est-à-dire que l'expression ne dépassera pas ce cadre-là suffisamment pour avoir une action politique réelle. Et si ce cadre-là est dépassé, alors l'idéologie en place remet les verrous
en place justement pour empêcher que ça aille plus loin. Moi, je pense des verrous d'ailleurs que que Mathieu Baumier, le système arrive à implanter, en tout cas en utilisant ce mot de complot. Est-ce que vous croyez à cette théorie du complot? Qu'est-ce que vous, pas, ce mot complot, est-ce que vous pouvez nous en parler? Parce que c'est vraiment chaque journaliste qui est un petit peu en difficulté face à quelqu'un et qui l'emmène sur un sujet un petit peu chaud, qui sent un peu le souffle, voilà, on sort le mot complot et tout de suite, bon bah voilà, c'est réduction, c'est ce que vous dites dans votre ouvrage, à dites les rooms, et puis on n'en parle plus, et puis la personne est décrédibilisée, et puis c'est terminé pour elle, quoi. Non, moi je ne pense pas du tout qu'il y ait... c'est vraiment un outil de délégitimation de la pensée autre, l'utilisation du mot complot. Pour moi, il n'y a pas d'action complotiste dans le pouvoir en place, pas du tout. Il y a simplement un ordre politique qui se déploie, et cet ordre politique qui se déploie, il se déploie selon une idéologie, selon des principes politiques, selon des principes économiques, selon des principes sociétaux. C'est simplement un ordre politique. Alors cet ordre politique, pour moi, est négatif, donc à partir de là, je suis en affrontement contre cet ordre. Mais il n'est pas besoin de chercher des personnes qui tireraient les ficelles. D'ailleurs, pourquoi... Parce que celles qui tirent les ficelles, ils sont plus ou moins, ils sont quand même assez connus, quoi, je veux dire. Oui, ils sont... c'est ce que vous expliquez, vous reprenez cette phrase de Philippe de Villiers, il n'est pas nécessaire de comploter quand on a le pouvoir. Pourquoi On sait qu'il y a le pouvoir, donc... Pourquoi comploter quand vous êtes assis sur le trône, en quelque sorte, sur le trône du pouvoir? Vous déclarez, Mathieu Baumier, on arrive pas très loin de la fin de cet entretien, que l'histoire d'Emmanuel Macron est une histoire connue d'avance. Est-ce que vous pouvez nous dire comment ça va se terminer? Mais comment ça va se terminer? Contrairement à aux rumeurs qu'il y a actuellement, je ne pense pas du tout qu'Emmanuel Macron quitterait le pouvoir. Je ne pense pas du tout qu'il serait personnellement en danger, ou peut-être est-il fatigué, etc. Peu importe, c'est pas tellement le problème. Je pense simplement qu'il va exercer le pouvoir et développer la politique qu'il souhaite développer. C'est vraiment la caricature de l'idéologie qui est au pouvoir. Et pour moi, Emmanuel Macron va persister. Et je crois que ce qui se met en place actuellement, c'est peut-être même malheureusement la possibilité pour le courant politique du président de la République d'arriver en tête aux prochaines élections européennes, par exemple. Voilà. Et peut-être se représentera-t-il. En tout cas, s'il ne se représente pas, s'il n'exerce qu'un mandat, vous vous rendez compte, ça va coûter cher aux contribuables. Ma dernière question, Mathieu Baumier, vous évoquez le monde de l'après-modernité. Vous dites que cette modernité s'auto-ridiculise tous les jours et que cette modernité est en train de s'achever. Vous évoquez le transhumanisme et vous en appelez aussi à la tradition, à la transmission. Est-ce que vous pouvez revenir sur ces notions et notamment aussi celle de la limite? Alors, s'auto-ridiculise, il suffit de penser à la fête de la musique à l'Élysée, tout est dit au niveau du ridicule, donc ces personnes-là ne se rendent même plus compte. C'est vraiment là le point d'accroche, c'est ce mot que vous venez d'employer, c'est le mot limite. Le concept de limite, et donc à l'intérieur les limites au pluriel, c'est vraiment le concept qu'il s'agit de penser aujourd'hui. La frontière entre le monde libéral-libertaire, le monde de l'idéologie libertaire et le monde réel, en fait, le monde des gens réels, des vrais gens charnellement incarnés, enracinés dans un territoire, en tout cas qui sont des vraies personnes et non pas des personnes hors sol qui vivent à l'échelle du monde, en dehors du temps et de l'espace, eh bien, c'est le respect d'un certain nombre de limites. Et notamment cette idée selon laquelle les choses qui sont plus importantes que moi, en tant qu'individu, sont des choses sacrées, pas au sens religieux du terme, sont des choses sacrées au sens simplement qu'elles sont plus importantes que ma petite personne humaine. Et ces choses-là ont à être respectées. Vous parlez de retour vers le sacré ? Moi, je pense qu'une certaine manière, oui, il y a cette nécessité d'un retour vers le sacré, mais au sens où je viens de le dire, au sens de la reprise de conscience que des choses sont plus importantes que nos individualités. C'est-à-dire que là, on est vraiment dans une modernité contraire. Il ne s'agit pas d'abattre la modernité du tout. Il s'agit de remettre au sein de la modernité la limite et les limites qui nous séparent de la barbarie, en fait. Il suffit de regarder le pays dans lequel nous sommes, enfin, même à l'échelle du monde. On ne se rend plus compte de la violence extrême dans laquelle nous sommes depuis des mois, voire des années, entre jacqueries, attentats terroristes, violences quotidiennes dans les lycées, partout. La violence règne partout sur les territoires français.
Et vous aussi, vous évoquez un petit peu le transhumanisme comme étant justement cette absence de limite. Est-ce que si on ne pose pas de limite à l'homme, est-ce que l'homme va devenir machine progressivement comme il est déjà un petit peu en train de le devenir, hein? Il y a des gens qui se font implanter des puces sous la peau. Enfin, il y a déjà un phénomène comme ça qui est en marche, quoi. Oui, vous venez de dire En Marche, c'est très révélateur. Mais dans le monde libéral, dans la société libérale libertaire dans laquelle nous sommes, l'idée même d'une limite est une idée qui est inacceptable. Donc à partir de là, en effet, l'homme pourrait devenir une machine. L'intelligence artificielle, par exemple, pourrait devenir nous remplacer en termes de libre arbitre, c'est-à-dire décider à notre place et donc finalement produire une déshumanisation. Ça, c'est très inquiétant, je trouve. C'est-à-dire que nous sommes la première civilisation qui n'est plus capable de poser des limites à l'échelle du bien commun, mais qui n'est plus capable non plus d'en poser à ses enfants. Et tout ça est lié, en fait. Ouais. Et c'est la dernière phrase de votre ouvrage, Mathieu Baumier, c'est « L'heure est venue du retour ». Oui, moi je pense que majoritairement, les Occidentaux, je ne sais pas comment dire ça, les personnes du monde riche, on va dire ça comme ça, du monde dominant à l'échelle de la planète, majoritairement, il y a un besoin d'enracinement. Et majoritairement, il y a un refus de l'idéologie du déracinement. Voilà, c'est l'heure du retour. D'où la radicalisation en face, et y compris de la répression. Ouais, la violence. Ouais. La violence. Mathieu Baumier, je rappelle le titre de votre ouvrage, c'est donc « Voyage au bout des ruines libérales, libertaires ». C'est Pierre-Guillaume Deroux qui édite ce livre, un livre vraiment que je recommande à nos téléspectateurs, très intéressant, très bien écrit. C'est un pamphlet dans un format assez original et ça se lit comme un roman. Merci Mathieu Baumier d'être venu sur le plateau de TV Liberté et à très bientôt. On vous interrogera dès que le prochain livre sort. Merci Mathieu. Merci.